Aujourd'hui, on va parler de ST Microelectronics qui a eu une descente pendant de nombreuses années et qui repart sur le devant de la scène avec une énorme envolée. On va savoir si, on va essayer de deviner si l'envolée est partie pour perdurer ou si on est juste sur le rebond du chat mort et qu'on va repartir vers le bas. Alors, si déjà on dézoome et qu'on regarde sur le long terme, on voit qu'on a eu en chiffre d'affaires une augmentation, puis une diminution, et une augmentation significative ici jusqu'à 15 milliards alors qu'on est parti de 7. Attention, on est passé à 7 pour monter presque au 8 et redescendre à un peu plus de 5. C'est relativement rare dans ce genre de société qui conçoit des microprocesseurs et tout ce qui est machine, etc. Le souci, c'est que, alors normalement, ça devrait être en constante augmentation. Ça veut dire qu'ici, on a eu des moments difficiles. À savoir si c'est parce qu'on faisait de la concurrence aux États-Unis ou aux puces qui sont à Taïwan, ou est-ce qu'on avait un mauvais management. Bref. Savoir le pourquoi du comment, il faut aller lire les rapports financiers, écouter les conférences call, parce que d'ordinaire, depuis une vingtaine d'années, normalement ça devrait être qu'en augmentation. Si le problème est réglé, alors du coup on pourrait se concentrer sur seulement cette phase-là, mais pour savoir ce qui a causé ici, la chute ici, il faut aller lire les rapports financiers. On voit ici les revenus nets qui suivent forcément la tendance du chiffre d'affaires, et on a eu une marge nette qui était positive mais relativement légère, puis négative, et aujourd'hui, on a une belle marge positive nette d'environ 24,5%, ce qui est très bien, parce que ce genre de marge, même si dans la tech, souvent, on est habitué à des marges entre 20 et 25%, c'est devenu presque la norme, on n'est quand même pas sur de l'édition de logiciels, on est plutôt quand même sur la conception de puces, donc on a rarement quand même des taux qui sont aussi hauts, on est plus entre 15 et 20%, parce qu'il y a quand même des matières premières, des machines, et un peu de réinvestissement, on verra ça tout à l'heure. Au niveau du nombre d'actions en circulation, j'aime bien voir ici des diminutions drastiques parce que ça fait ou des gros coups de rachat ou peu importe. On réaugmente un petit peu, souvent c'est pour financer de la croissance et puis quand on a l'argent, on rachète. Alors globalement, on augmente quand même, mais ça se fait quand même en dents de scie parce qu'on voit bien qu'en de nombreuses années, depuis 2005, 2007, on était aux alentours de 900 millions et aujourd'hui, on a toujours 900 millions d'actions en circulation. Donc pas de dilution ou très légère, mais sur 20 ans, ça peut le faire. Attention parce qu'on réaugmente souvent, donc il faut être assuré de remettre un coup de temps en temps, mais pourquoi pas, encore une fois, il faut aller lire les rapports financiers pour savoir ce qui se passe, mais comme ça, à première vue, on n'est pas trop mal. Si on passe au screener 2, on a un rocher qui était moyen, pas trop mal, 7% c'est pas mal, et on monte, et on arrive aujourd'hui à un rocher de 37%. Alors c'est une excellente nouvelle, un rocher de 37%, c'est génial, à voir si c'est tenable dans le temps ou si on va plus revenir sur du 14-19%, ce qui serait également un très bon rocher, c'est vraiment pas mal du tout. Le free cash flow, on voit ici de 235 millions à 1,6 milliard en augmentation, c'est très bien, c'est l'argent qu'il y a dans les caisses, c'est une très bonne nouvelle, ça augmente très très bien. Et ici le price to free cash flow, donc qui est le ratio du cours, enfin le prix de l'action sur le free cash flow qu'elle rapporte. Et on est sur un des plus bas ou parmi les plus bas. On a eu des plus bas ici à 15. Alors forcément ici la crise 2008 et 2009, on a eu des PER à 6, enfin des price to free cash flow à 6, mais bon, ça c'est plutôt épisodique. On est plutôt sur des tendances basses à 16, un PER de 16, enfin un price to free cash flow de 16, voire un 19. Donc on est relativement dans le bas de la fourchette comparé à ce qu'on a pu voir avant. On passe au screener 3. Screener 3, donc j'ai remis les revenus nets. On a le PER, tout simplement parce que c'est ce que le marché regarde. Donc je veux savoir comment le marché voit cette société à l'heure actuelle. Et il la voit plutôt en bas de cycle, à un moment donné où il estime que, alors où il y a une incohérence de marché et il n'a pas vu qu'il y avait une anomalie, où il estime qu'on est sur des PER tellement bas, parce que là ici on voit qu'on a eu des mouvements erratiques, mais globalement on est quand même sur des PER quasiment jamais vus. Et ça veut dire qu'il préconise des futures mauvaises nouvelles ou des diminutions de chiffre d'affaires ou des marchés compliqués ou peu importe. Mais globalement, on retiendra ça pour la suite. PER de 8,5, c'est vraiment pas génial. Tant mieux pour nous si jamais on décide que c'est une bonne société. La dette nette qui est en diminution puisqu'on passe en trésorerie. Donc en 1,5 milliard de trésorerie, c'est une très bonne nouvelle. Les capitaux propres qui étaient en train de diminuer, pas très bon. Il faudra aller voir pourquoi, parce que ça veut dire qu'on dilapidait des capitaux, ce qui est relativement rare. Alors dans une entreprise qui aurait uniquement des logiciels, pourquoi pas ? Ici, on a quand même besoin de machines, d'entrepôts, donc diminution des capitaux à voir, mais on voit bien qu'on s'est ressaisi depuis 2015 et qu'on part sur une nette augmentation, on est passé de 4 milliards à plus de 11 milliards, très bonne nouvelle. Et si on regarde la capitalisation dans son ensemble, qui donc ne tient pas compte des dilutions de nombre d'actions, mais juste la valeur de la société vue par le marché,
On est dans une progression constante qui est géniale et qui est très haussière. Maintenant, si pour la suite des événements, on va aller voir les perspectives, enfin le T3 et le sentiment du management pour voir si les perspectives sont excellentes, moyennes ou très mauvaises ou un peu de tout cela à la fois. STM Microelectronics affine ses prévisions pour 2023 après un troisième trimestre meilleur qu'attendu. Le fabricant de semi-conducteurs STM Microelectronics a affiné jeudi ses perspectives pour 2023 après la publication de résultats supérieurs à ses propres attentes au troisième trimestre. Très bonne nouvelle parce que quand on est supérieur à ses propres attentes, c'est relativement bien. Souvent, quand on a des économistes qui prédisent, qui font des perspectives et qui font des prévisions, elles sont souvent noyées parce qu'on se dit qu'on va quand même on revoit, souvent les économistes revoient alors à la baisse ou à la hausse selon le contexte économique, mais par exemple là, on arrive sur une récession, ou en tout cas on pourrait penser qu'on arrive sur une récession parce que tous les signaux indiquent que quand même le pouvoir d'achat des ménages, les marges des entreprises, etc., tout ça diminue. Tout ça pourrait faire penser qu'on pourrait atteindre une récession, avoir une récession, ce qui n'est absolument pas sûr. Mais on voit que depuis quelques mois maintenant, les prévisions sont sans cesse rabaissées, ce qui fait que quand on estimait avoir des bénéfices de 10 euros par action, on passe à 9 euros par action, puis 8 euros par action, et finalement quand l'entreprise fait 8,2, on se dit qu'on était meilleur que le consensus. Or ce n'est pas vrai, on ne faisait que baisser les prévisions. Si là ce sont ses propres attentes, elle n'a personne, elle n'a pas d'auditoire, elle n'a personne, donc ce sont vraiment des chiffres purs qu'elle estimait réellement en début d'année. Pour l'exercice 2023, le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 17,3 milliards de dollars, en croissance de 7,3% par rapport à 2022 et une marge brute d'environ 48,1%. Très bonne nouvelle ici d'avoir une croissance de 7% par rapport à 2022 et la marge brute qui est énormissime. Alors attention, des fois, marge brute ne veut pas dire qu'on aura une énorme marge nette, mais globalement quand même, ça marche plutôt bien. Quand on a une énorme marge brute, souvent la marge nette suit et on a justement une bonne marge bien confortable. Fin juillet, STM Microelectronics avait annoncé viser un chiffre d'affaires de 17,4 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions de dollars, et une marge brute supérieure à 48%. Ils sont donc dans les clous. Au troisième trimestre, STM Microelectronics a réalisé un chiffre d'affaires de 4,43 milliards de dollars, en hausse de 2,4% par rapport aux 4,33 milliards de dollars du deuxième trimestre. Le groupe anticipait un chiffre d'affaires de 4,38, en hausse de 1,1% en variation séquentielle, plus ou moins 350 points de base. Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre a augmenté de 2,5% en variation annuelle, ce qui est une très bonne chose. Comme attendu, la performance du chiffre d'affaires a été principalement tirée par la poursuite de la croissance de l'automobile, partiellement contrebalancée par un chiffre d'affaires moins élevé dans l'électronique personnelle. Évidemment, puisque comme tout le monde a acheté des PC et des équipements pour le télétravail pendant la période Covid et qu'on a eu pas mal de gens qui ont été confinés, donc tout ce qui est console, télé, etc., on a eu un pic d'achat. Forcément, c'est contrebalancé quand aujourd'hui on réouvre les portes, enfin depuis quelques mois maintenant évidemment, même plus d'une année, mais quand on réouvre les portes et qu'on commence à avoir un souffle frais, un vent frais sur l'automobile, c'est très bien parce que ça contrebalance. Sur la période de juillet à septembre, les bénéfices nets de ST Microelectronics est ressorti à 1,09 milliard de dollars contre 1 milliard de dollars au deuxième trimestre 2023. Donc bien, pareil, bonne progression, on a environ 9% de progression. La marge brute s'est établie à 2,11 milliards de dollars au troisième trimestre, représentant 47,6% des ventes contre 49% au deuxième trimestre, etc. etc. Je ne vais pas vous faire tout l'article, vous pourrez en lire d'autres si jamais vous voulez creuser le sujet. Il n'empêche que si on va derrière sur la valorisation, on voit donc que j'ai remis tous les chiffres ici, j'ai mis le PER de 8, puisque comme on l'a vu tout à l'heure ici, si on se met là, on est relativement sur la fourchette basse, donc on ne va pas être trop gourmand et en demander trop non plus, on est plutôt bien. Et si je mets ici la valorisation, on arrive à 35. Donc c'est une des rares fois où on arrive relativement proche du prix, ce qui est une très bonne chose. Maintenant la question c'est, on a fait un très bon trimestre, on a des perspectives qui sont plutôt bonnes, on a une marge brute qui est plutôt bonne, on a une marge nette qui est vraiment pas mal, on a une reprise de la société depuis 2-3 ans. La question c'est, pourquoi le marché ne valorise pas la société plus haute, puisqu'on est quand même relativement lié à l'électronique, à l'informatique, et souvent les PER sont un peu plus importants, et comme la société a l'air d'être très bien, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas valorisée plus cher ? Alors, je n'ai pas la réponse là toute nette à vous apporter, je vais vous donner des brides d'informations, et il faudra effectivement aller chercher dans les rapports financiers et les conférences calls. Le but n'est pas que je vous donne tout
tout cru, puisque sinon, un, vous n'allez pas apprendre à chercher par vous-même, et deux, il ne faut absolument pas que vous vous suiviez aveuglément, donc je ne veux absolument pas vous donner toutes les informations. Mais si on réfléchit un petit peu, on a eu des très bonnes hausses et des très bonnes perspectives, on pourrait dire que ça peut s'essouffler. Une fois vu qu'on a fait maintenant tous les équipements à la maison, les télés, les PC, les consoles, et que maintenant on passe sur un nouveau souffle qui est l'automobile. Mais une fois qu'on aura fait l'automobile, qu'est-ce qu'il restera derrière? Est-ce que le marché sera assez suffisant pour continuer une croissance? C'est la première question. La deuxième, si on est en récession, ou que globalement on est en stagnation au niveau du monde, même s'il y a toujours un ou deux pays qui tirent leur épingle du jeu, globalement on n'entend pas à droite à gauche qu'on est parti pour une décennie génialissime, on est plutôt en train de dire qu'on ne sait pas trop où on va et on pourrait stagner à voir, mais globalement c'est le cas. Si on stagne, est-ce que STMicroelectronics va réussir à continuer de croître et de grandir et avec toujours de telles marges? C'est l'autre question. Et aussi, en période de récession, si on commence à faire moins de marge ou un peu moins de ventes, est-ce que STMicroelectronics peut tenir? Tout simplement parce que ce genre de société, on le sait, c'est comme dans l'industrie automobile, il y a d'énormes charges de réinvestissement à faire et ça peut faire peur. Si on va voir dans TradingView par exemple et qu'on va sur STMicroelectronics, on passe sur les finances. Si on passe ici les déclarations, le cash flow, et qu'on voit ici les cash liés aux investissements, on voit ici les dépenses d'investissement, si on va les mettre en annuel, on est à 3,44 milliards de réinvestissement. Évidemment, puisque quand vous voulez derrière produire des puces de plus en plus petites et de plus en plus efficaces, il vous faut un équipement toujours à la pointe, toujours au top du top. 3,44 milliards de réinvestissement à faire quand on gagne en tout 5 milliards, un peu moins de 5 milliards, ça fait quand même une énorme valeur. Ce qui fait que si demain, ce 5 milliards ici descend plutôt aux alentours de 4, voire 3,8, on pourrait avoir de sérieux problèmes, puisque s'il faut maintenir le réinvestissement pour être toujours dans la course, et qu'il y a d'autres charges en plus, on pourrait avoir un problème. Ce qui voudrait dire que ou on serait en perte parce qu'on veut privilégier le réinvestissement pour être dans la course, ou on réinvestirait moins, et du coup, nos concurrents prendraient des parts de marché et prendraient de l'avance. C'est ce genre de risque qui fait que le marché aujourd'hui valorise un petit peu moins cher qu'en temps normal avec des PER affolants quand on est dans une période relativement radieuse et que tout va bien et qu'il n'y a pas de potentielle récession qui se pointe à l'horizon. Ça, c'est un des points. Si on va ensuite sur les revenus et qu'on regarde là, enfin les bénéfices, pardon, et qu'on se met en annuel, on voit bien qu'en 2022, on a fait environ 3,91, alors on est arrivé à 3,70, 3,91, 3,91 € de revenus. On voit qu'en 2023, on serait à 4, donc pas énorme progression, et en 2024, 378. Donc on aurait quand même atteint un pic, alors sur du court terme, puisqu'après on remonte, mais globalement, on aurait eu un pic et relativement un essoufflement. C'est un peu ce qu'on disait, c'est ou pour la récession, ou parce que derrière, on se dit qu'une fois qu'on aura vendu aux automobiles, enfin pour les automobiles, le circuit automobile, on n'aura plus de quoi continuer à subir une croissance phénoménale. Donc on pourra arriver ici, et forcément, les investisseurs ne sont pas bêtes. Si on va vers une diminution, autant ne pas investir et réinvestir plutôt en 2024, voire 2025, quand ça confirmera la tendance, la reprise de la hausse. Donc ça peut être une deuxième raison. La troisième raison pourrait être le fait que les revenus augmentent, mais relativement doucement. Si on prend sur une échelle de temps longue, on voit ici 3,81%. Alors évidemment, on a eu des années bien plus belles, ici on voit la courbe verte, et des années où on a stagné. Et là, dernièrement, on est vraiment passé au-dessus, on a eu une croissance phénoménale. La question c'est, est-ce que c'est une nouvelle croissance qui va perdurer parce que c'est le nouvel âge d'or de la société, ou est-ce qu'elle va revenir à sa moyenne de long terme, puisqu'historiquement c'est ce qu'elle a toujours fait? C'est la question, et le marché forcément ne le sait pas, ou une bonne partie des investisseurs ne le savent pas parce qu'ils ne creusent pas les dossiers profondément, et donc ils peuvent avoir peur de se dire, on a eu une belle période ici, mais toutes les estimations nous disent qu'on va ralentir potentiellement, et quand on voit les graphes, ce genre de graphes, ou même ce qu'on a vu tout à l'heure, les projections des bénéfices futurs, forcément, les gens peuvent avoir peur et se dire je vais attendre un petit peu et je ne vais pas me mettre là-dessus. On peut se demander si ici c'était pas l'ancienne société et que cette courbe ici n'a pas lieu d'être, puisqu'il faudrait la démarrer par exemple là, et on aurait une pente bien plus orientée à la hausse, ce qui est favorable pour l'investisseur, c'est-à-dire qu'il va y avoir une croissance phénoménale. C'est toute la question. Mais globalement ici, on a l'air d'être bien au-dessus de la tendance historique, ça pourrait être le moment d'investir. Si on passe à une autre slide, le Peter Lynch chart qui nous dit que historiquement, si on voit le prix ici et avec un PE de 15, historiquement, là, on est arrivé ici où on était un PE de 15 qui n'était pas produit depuis des années. On est remonté très fort et depuis très peu, on est repassé sous la part des 15, des PR de 15. Donc, historiquement, on pourrait dire qu'on est relativement sous-évalué par rapport
à la moyenne historique, enfin par rapport à l'historique de la société. Donc, est-ce que c'est le bon moment de rentrer parce que justement le PER est bas, parce que historiquement on est en dessous d'un PER de 15, ce qui n'arrive, alors, on va dire la moitié du temps, voire 2/3 du temps, ça n'arrive pas. Est-ce que les projections vont continuer à être phénoménales et vont continuer de grandir? Est-ce que les bonnes nouvelles vont continuer à fluer? Auquel cas, il faudrait relativement penser à rentrer maintenant sur la société. Ou est-ce qu'il faut être prudent puisque c'est un PER bas veut aussi dire que le marché a vu que potentiellement il y allait avoir un ralentissement, voire des problèmes, et qu'un gros capex pour continuer à être dans la course peut poser problème en cas de récession ou en cas de, même forcément de récession, mais de stagnation ou légère diminution des marges et des revenus, ça peut poser un gros problème et du coup, c'est déjà pricé dans le marché. Dans tous les cas, pour répondre à cette question, il faut que vous alliez voir les rapports financiers, il faut que vous alliez écouter les conférences call, vous faire votre propre avis et savoir si vous devez ou non investir ou rester à l'écart. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!